Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des sœurs Walmack. C'est Noël à Civry-Rance, un petit village belge situé près de la frontière française. Partout, c'est la fête. Mais cette joie s'interrompt brutalement lorsqu'un promeneur signale une voiture en flammes. À l'intérieur, 2 corps calcinés, ceux de 2 sœurs, Danielle et Jacqueline Walmack. À leur domicile, les policiers découvrent du sang partout, sur les murs et sur le sol. Que s'est-il passé ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. L'incroyable histoire que je vais vous raconter est celle d'une famille entière frappée de plein fouet par l'horreur. Une terrible tragédie qui s'est nouée un 25 décembre, le jour de Noël. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans la région de Thuin, une bourgade à la fois tranquille et très pittoresque. Alors on est dans un cadre très campagnard, c'est très bucolique. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. La ville de Thuin, voilà, on a la Sambre avec son méandre en plein milieu, donc avec des remparts. Ce sont vraiment des endroits qui sont extraordinairement beaux. Fabien Lavaux, avocat de la défense. Qui sont prisés d'ailleurs par les touristes pour les balades et diverses visites culturelles. Une région rurale et très paisible, à proximité immédiate de la frontière française. Ces personnes qui y vivent sont quasiment frontaliers, puisqu'il s'agit de faire quelques minutes de route pour se retrouver en France. On est limite dans le nord de la France, un peu limite chez les Ch'tis. On a même parfois un peu le même accent, donc effectivement, c'est un peu le même style de vie. C'est ici que Jacqueline et Danielle Walmack ont vu le jour, et c'est ici qu'elles ont passé toute leur vie. Ces 2 sœurs, âgées de 54 et 52 ans, sont inséparables, comme s'en souviennent les filles et le mari de Jacqueline. Elles se ressemblaient quand même pas mal, déjà au niveau physique. Elles étaient relativement joyeuses. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Elles avaient un bon contact avec tout le monde. Comme elles étaient les 2 premières filles de la famille. Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Et, elles se sont fort unies l'une à l'autre et elles faisaient tout ensemble, quoi. Entre elles, c'était fusionnel. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. Ça, c'est... Des sœurs comme ça, je n'en ai jamais vu, moi. Doriane est la fille aînée de Jacqueline. Elle évoque aujourd'hui avec émotion la personnalité très attachante de sa mère. Un caractère très fort, on va dire avec un énorme cœur. Elle avait beaucoup d'amour à donner. Maman, comment est-ce qu'elle pouvait être ? On pouvait tout lui demander, elle était toujours là pour nous aiguiller dans n'importe quoi. Jacqueline Walmack vit donc entourée de ses filles et d'Alain, son mari. À la cinquantaine passée, elle a la chance d'être déjà 4 fois grand-mère. Tout se passe merveilleusement bien dans cette famille, tout le monde est heureux. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. Et c'est toujours un bonheur pour Jacqueline d'accueillir sa sœur Danielle. Elle se voit très très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Elles ont toujours habité pas très loin l'une de l'autre. Danielle habite Sautin et Jacqueline habite vraiment à proximité. Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette.
chez Jacqueline comme chez Daniel, c'est un peu des vies en miroir, des destins parallèles, oui. Sa sœur Danielle, elle, n'a qu'un seul fils. Il s'appelle Xavier. Et depuis sa plus tendre enfance, elle lui voue un immense amour maternel. Daniel, c'est plutôt une maman poule. Elle a un fils unique qui est tout pour elle. C'est son roi, c'est son prince. C'est un jeune homme qui, certes, en impose par sa carrure physiquement. C'est un beau garçon qui fait 1m90. C'est la fierté de sa maman, c'est sûr. Xavier grandit dans une belle maison du village de Sautin, entouré de sa mère et de son père, Dominique Moriamé. Après une enfance heureuse, il se passionne pour le sport automobile. Au point d'en faire son métier, en devenant moniteur d'auto-école. Et surtout, il partage cette passion avec son père. Ils allaient à la pêche ensemble, ils allaient faire de la moto ensemble, ils faisaient tout ensemble. Alors, il y a une relation entre Xavier Moriamé et son papa qui est une relation tout simplement exceptionnelle. Malheureusement, en 2003, pour Xavier, tout s'écroule. Il n'a à l'époque que 25 ans. Le papa va tout simplement décéder dans les bras de son fils. Et le fils va rien pouvoir faire. Et au moment où il appelle les secours, c'est trop tard. Je sais qu'il a très mal vécu apparemment le décès de son papa parce que c'était lui qui était là. Xavier Moriamé ne se remettra jamais vraiment de la perte brutale de son père. Et il fait un choix radical, celui de revenir vivre à Sautin, auprès de sa mère devenue veuve. Au début des années 2010, il s'y installe avec la jeune femme qui partage sa vie. C'était peut-être confortable, à la fois pour sa maman et pour lui, de garder cette proximité, de rester vivre ensemble. Donc effectivement, depuis le décès de son mari, elle va focaliser l'essentiel de son affection sur son fils. François Dessy, avocat de la défense. En tout cas, c'est une personne qui est aimante, c'est une maman aimante. Avec l'aide de sa sœur aussi, elle va surmonter cette épreuve et remonter la pente. Ainsi s'écoule la vie des sœurs Walmack dans la région de Thuin, en Belgique. Début du printemps 2014. Jacqueline célèbre avec sa fille Doriane le baptême de l'aîné de ses petits-enfants. À l'église, puis lors de la réception, c'est le spectacle d'une famille heureuse et très unie. Un petit mot pour son petit loulou. Je t'aime, mon cœur. Jacqueline, la grand-mère du petit garçon, est aux anges. Allez, mamie Jacqueline, un petit mot pour ton petit loulou. Je t'aime, mon cœur. Ce jour-là, Daniel se trouve juste à côté d'elle, un instant de joie et de communion pour les deux sœurs qui ne se sont jamais quittées. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, ces belles images du bonheur familial vont brutalement voler en éclats. Nous sommes le 24 décembre 2014. Autrement dit, le soir du réveillon de Noël. Quasiment toute la famille est réunie à Civry-Rance. C'est Jacqueline et Alain qui reçoivent. Comme chaque année, c'est réveillon chez papa-maman, entre sœurs, avec les maris, les petits-enfants. Ma grand-mère qui vivait là aussi. On se retrouve en famille, on se met autour d'une table, on mange, on discute, on rigole, on chante. Un réveillon de Noël, très bien. Danielle, la sœur de Jacqueline, fait évidemment partie des convives. Quant à son fils, Xavier, il passe cette année-là le réveillon de Noël dans la famille de Jennifer, sa petite amie. Après le dîner,
Jacqueline propose à ses invités de revenir déjeuner le 25 décembre. Et tout le monde se fixe rendez-vous au lendemain pour manger les restes. Parce qu'il y a toujours des restes dans ces cas-là. Et vu que ce sont des bons restes, on est dans un contexte très très festif. C'est joyeux Noël à tout le monde. On a le cœur léger, tout va bien. Jacqueline, entourée de sa famille, profite du moment. Doriane s'en souvient comme si c'était hier. Elle est toute pimponnante, avec une belle robe, elle s'est bien coiffée, elle a mis des jolis bas à paillettes. Je la vois sourire dans le fauteuil à côté de ma sœur avec mon fils au milieu, en train de rire avec ma grand-mère, avec nous. Et maman est très joyeuse, comme d'habitude, de recevoir tout le monde, que tout le monde soit autour de la table. Ce n'est que le lendemain matin, 25 décembre 2014, que l'histoire bascule. Vers 11h, Doriane et son mari sont de retour, comme convenu la veille, au domicile des parents. Séverine, l'autre fille de Jacqueline, est également attendue. J'arrive là, papa est levé, on boit une tasse de café et je demande où est maman ainsi que tante Danielle et il me dit elles sont parties vers 9h moins quart, elles sont parties à Sautin, elles vont pas tarder. Moi j'arrive avec mes enfants, j'arrive avec mon mari et là on me dit qu'elle est toujours pas rentrée. Toujours pas de maman. Bon, le temps commence à passer au téléphone, à gauche, à droite, dans la famille, sachant que leurs téléphones sont restés sur la table toutes les deux. Les deux sœurs avaient prévu de faire un aller-retour jusqu'à la maison de Daniel à Sautin pour y alimenter la chaudière. Mais à 12h30 passées, toujours aucune nouvelle. C'est tout à fait impensable de rater ce qui est quand même sans doute un des repas les plus importants de l'année. Donc à 13h, on commence à s'inquiéter. Où est-ce qu'elles sont? Comment est-ce possible? Surtout que c'était prévu qu'on mange tous ensemble. On a pris ma voiture, on est parti avec ma sœur à Sautin. On a fait un chemin d'un côté, puis on est revenu par un autre chemin au cas où. Pour aller voir si elles n'ont pas eu un accident, parce qu'on s'imagine vraiment n'importe quoi. Et je repars par un autre chemin pour regarder s'il n'y a pas la voiture dans un contrebas ou... Il y a moins de 4 km entre les deux maisons et pas la moindre trace de leur voiture. Quant au domicile de Daniel à Sautin, il semble totalement désert. Pour les deux filles de Jacqueline, pour Alain, son mari, c'est le début de l'angoisse. Je crois qu'à partir de ce moment-là, moi j'étais dans les vapes. J'ai fait l'aller-retour dans tous les sens aussi. On a tout quadrillé par tous les chemins inimaginables et possibles qu'il puisse y avoir pour aller d'une maison à l'autre. En début d'après-midi, les recherches n'ont rien donné. La famille contacte Xavier, le fils de Daniel. A-t-il eu des nouvelles? Sait-il quelque chose? Lui qui se trouve avec sa compagne à un autre repas de Noël. Ma sœur Séverine l'a appelé. Elle lui a demandé s'il avait vu maman et tante Danielle. Pour voir s'il les a pas vus et s'il n'a pas eu de nouvelles, parce que nous autres, on n'en avait pas, donc... Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Il me dit, non, écoute, je suis en train de faire la fête chez tante Micheline et non, je les ai pas vus, j'ai pas de nouvelles, rien du tout. Malheureusement, Xavier n'en sait pas davantage. Jacqueline et Daniel se sont bel et bien volatilisés. À Sivry-Rance, plus personne n'a le cœur à ce repas de Noël. On ne mange pas, on n'a pas faim, on s'inquiète. C'est pas normal. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Le jour de Noël, elle ne nous aurait pas laissé comme ça en plan, surtout si elle savait qu'on venait. On a téléphoné à la police. La police nous a dit qu'on ne pouvait rien faire, étant donné qu'il n'y avait pas 24 heures minimum de disparition. Les sœurs Walmack étant des adultes, donc des majeurs, impossible pour les policiers de lancer quoi que ce soit avant le lendemain. Au même moment, le journaliste Frédéric Dubois assure la permanence de Télésambre, la principale chaîne de télévision régionale.
Vers 16h, je suis appelé par un contact qui me dit voilà, il y a une voiture en feu dans le bois de Ranly. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. Je rigole un peu au nez parce qu'une voiture en feu à 50 km de chez moi, il me dit oui, mais je pense que tu devrais venir quand même parce qu'il est possible qu'il y ait un ou des corps dans la voiture. Il s'agirait d'un ou deux corps carbonisés retrouvés à l'arrière de cette voiture. 1 heure plus tard, le journaliste arrive à Ranly, tout près de Sautun. On est au crépuscule à ce moment-là et au loin, on aperçoit un peu de fumée, des volutes de fumée qui s'échappent au-dessus de l'orée du bois. Au moment où on voit la juge d'instruction descendre sur place avec les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, voilà, quand on voit arriver la cavalerie, comme on dit, là c'est clair qu'on sait qu'on est sur une affaire criminelle, clairement. Alors que les forces de l'ordre quadrillent déjà tout le secteur, à Civry-Rance, c'est la stupéfaction. Les filles et le mari de Jacqueline voient soudain débarquer la police locale. On est un peu abasourdis en se disant tiens, ils arrivent quand même vite pour quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, quoi. Ils arrivent quand même, malgré soi-disant qu'il fallait attendre 24 heures. Ils nous demandent un petit peu des renseignements sur ci, sur là. Les policiers veulent connaître une chose en particulier, le numéro d'immatriculation de la voiture de Jacqueline. Ce véhicule que la famille recherche depuis la mi-journée. On se demande pourquoi on nous demande la plaque. Et puis peut-être que c'est pour la rechercher. On ne comprend pas et on ne sait rien. Mais vers 19h, j'ai dit que si on avait besoin de moi, que je reviendrais, mais que j'allais donner le bain à mon petit garçon et lui donner son biberon. La nuit vient de tomber ce 25 décembre lorsque Doriane, de plus en plus inquiète, quitte le domicile de ses parents. Alors qu'elle roule depuis à peine quelques minutes, elle tombe sur un véritable déploiement de forces de l'ordre. Je vois les policiers et toutes ces personnes qui courent dans tous les sens. Tout est bouclé, il y a des gyrophares partout. Mon mari fonce dans les barrières. Là, il se fait attraper par 2 policiers qui lui disent que s'il ne se calme pas, on va le colsonner. Malgré la confusion, impossible d'en savoir davantage. La police refuse de dire quoi que ce soit à la famille. On se croirait dans un film, tout simplement. Il faut le vivre pour y croire, en fait. Et on ne les a pas trouvés. Donc après, moi je sentais que ça n'allait plus. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. Comme un pincement au cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée, il y avait toute cette police autour de Sautun, on comprend rien. Alors que se passe-t-il ? Pour quelle raison la police veut-elle l'immatriculation de la voiture de sa mère ? Et pourquoi on ne leur dit rien ? Forcément, Doriane imagine le pire. Je suis cloîtrée là chez moi et je ne sais pas quoi faire. Je me vois assise sur ma pierre de porte en train de fumer ma cigarette, regardant les étoiles en me disant « Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu vas bien, que c'est pas toi. » Ce que Doriane et les siens ne savent pas encore, c'est que les investigations viennent de faire un spectaculaire bond en avant. Car la police est sur le point de toucher au but. Même si la plaque d'immatriculation a été détruite par le feu, le modèle de la voiture, lui, est bien reconnaissable. Et c'est donc à partir du numéro de châssis qu'ils parviennent à identifier la propriétaire de cette voiture. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. C'est Jacqueline Walmack. Madame Jacqueline Walmack, qui justement avait été signalée disparue avec sa sœur dans la journée par ses proches. Elle habite dans le coin, donc... Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette. Vraiment à 5 km de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Tandis que la famille reste plongée dans l'angoisse, les policiers foncent vers le domicile de Daniel à Sautun. C'est là que les 2 sœurs devaient se rendre le matin de Noël lorsqu'elles ont disparu. Du côté de la voiture,
On ne peut plus rien en tirer. La seule chance de pouvoir trouver d'autres pistes d'un point de vue scientifique, c'est de fouiller la villa. Au moment où ils enfoncent la porte, les enquêteurs sont bien loin de se douter de ce qui les attend à l'intérieur. Il y a vraiment du sang partout. Il y en a sur les murs, il y en a également sur les plafonds. Dans la maison de Sauta, c'est une vraie scène de massacre. On voit bien que c'est une scène de crime et on peut même dire qu'il y a eu 2 scènes de crime. 2 endroits où des scènes d'une extrême violence se sont produites. C'est d'une part dans le salon et dans une chambre à l'étage. Au rez-de-chaussée, mais aussi au premier, il y a une quantité impressionnante de sang. Aussitôt, les policiers s'interrogent. Ce sang appartient-il aux sœurs Walmack ? Est-ce bien leur corps que l'on a retrouvé dans la voiture incendiée ? Il y a 2 corps dedans et la famille s'inquiète de l'absence des 2 sœurs qui ont disparu de manière absolument impromptue. On a 2 scènes de crime dans la même maison, donc clairement, ils se disent que les 2 corps qu'il y a dans la voiture, ce sont les 2 sœurs Walmack. Les techniciens en identification criminelle sont déjà à la recherche d'ADN à partir de ces nombreuses traces de sang. Les hommes de la police judiciaire, eux, procèdent aux premières constatations. Et il y a du désordre, comme si on avait fouillé les lieux, comme s'il y avait eu un cambriolage qui avait mal tourné. Puisqu'il y a des meubles qui sont retournés, il y a des décorations qui sont cassées. On peut très bien imaginer que les sœurs Walmack surprennent des cambrioleurs. Les cambrioleurs eux-mêmes sont surpris, attaquent de manière très violente les sœurs, les tuent et s'en vont sans rien voler. C'est le tout premier scénario envisagé. Et avec de telles quantités de sang dans la maison, la police imagine un double meurtre possiblement commis à l'arme blanche. Maintenant, la question est de savoir comment peut-on être d'une telle brutalité, comment peut-on être aussi violent, être aussi barbare, j'ai envie de dire. Aucun cambrioleur ne prendrait la peine, la précaution de faire disparaître les corps, de les mettre dans une voiture, d'y mettre le feu. Comment un rôdeur, un cambrioleur peut-il en arriver à un tel extrême ? Là, on ne comprend pas. Un crime violent, un véhicule en feu et ces 2 corps calcinés, les enquêteurs émettent une nouvelle hypothèse, celle d'un double homicide perpétré par les milieux du crime organisé. Là, on se dit, ouf, règlement de compte. Quelqu'un qu'on assassine, qu'on met dans un coffre, une histoire de drogue ou autre chose. Maintenant, les sœurs Walmack sont des dames tout à fait avenantes. Rien à voir avec la pègre, rien à voir avec quelque trafic que ce soit. Ce sont des citoyennes absolument normales. Alors, que signifie ce double meurtre particulièrement sauvage ? Qui a bien pu s'en prendre à Daniel et à Jacqueline ? Pour la police belge, c'est le début d'une enquête retentissante. Nous sommes le 26 décembre. Voilà 24 heures que les proches des sœurs Walmack sont au supplice. Et toujours aucune information de la police. C'est par les médias qu'ils vont tout apprendre. On sait bien qu'il leur est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. Et on doit continuer à vivre dans le doute. La télé nous annonce bien qu'en fait, c'était 2 corps calcinés qui ont été retrouvés. Je ne souhaite à personne de vivre cette chose. On se croirait dans quelque chose d'irréel. Dès lors, il n'y a plus de place pour le doute. En quelques secondes, Alain, le mari de Jacqueline et ses filles, réalisent que plus rien dans leur vie ne sera comme avant. Chaque fois qu'il y a un truc qui va bien, je pense merci Jacqueline. Ah.
Mes enfants sont anéantis. Moi, je suis plus qu'à terre. Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Et mon mari qui essaye de me relever le plus possible. Moi, je suis restée à la maison, en dépression. À l'heure où la famille de Jacqueline et Daniel entame son deuil, l'impensable nouvelle se répand. En particulier parmi les habitants de Sautin, ce hameau où le massacre s'est déroulé. C'est un Noël exceptionnel dans le très très mauvais sens du terme, parce qu'on est dans un village où il ne se passe rien, le bouche à oreille fonctionne très vite et c'est la sidération chez tous les habitants. La population est sous le choc. 2 mères de famille sans histoire, tuées le jour de Noël dans des circonstances effroyables. Une véritable psychose s'installe. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Xavier Moriamé, le fils de Daniel, est à son tour foudroyé. Il était absent de la maison familiale de Sautin ce 25 décembre. Et lui non plus ne comprend pas comment cela a pu se produire. Police fédérale de Charleroi, le 26 décembre 2014. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi un tel carnage ? Pour mieux cerner le profil des victimes, les enquêteurs commencent par interroger Xavier, le fils de Daniel, et sa compagne, Jennifer. Elle était éperdument amoureuse de Xavier Moriamé. Ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. C'est un beau petit couple, quoi. Ils vont bien ensemble. Face aux policiers, le jeune couple est totalement effondré. Xavier déclare que lui et Jennifer n'ont rien remarqué de suspect, d'autant qu'ils étaient loin des lieux du crime ce fameux jour de Noël. Alors que Daniel, sa mère, se trouvait chez sa sœur, il raconte avoir fait une longue balade à vélo avant de se rendre directement à son déjeuner. Il est chez des amis, il est à un repas de Noël avec Jennifer, tout à fait normalement, dans une grosse ambiance, voilà. Il a fourni un alibi que les enquêteurs vérifient. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. A été corroboré par les gens avec qui il était. Ce qui n'empêche pas les policiers de prélever leur ADN pour vérification. Ils demandent aussi à Xavier et à Jennifer de rester à leur disposition dans l'attente du résultat des expertises génétiques et de celles liées à leur téléphonie. Autour maintenant de Séverine et d'Oriane d'être interrogés. Après avoir prélevé leur ADN, les policiers démarrent leurs auditions. Et tout de suite, elles dressent un drôle de portrait de Xavier, leur cousin germain qu'elles côtoient depuis l'enfance. C'est un enfant roi. Il avait tout ce qu'il voulait. Il rêvait, il l'avait, c'est tout. Il était très capricieux, il fallait pas casser ses affaires, ça il le faisait bien comprendre. Donc c'était un peu monsieur, je n'ai peur de personne. Il avait plutôt ce côté prétentieux, plus à montrer qu'il était là. Un peu frimeur, oui. Les cousines ajoutent que depuis la mort de son père, Xavier s'était installé chez sa mère en compagnie de Jennifer. Une vie commune dont le jeune couple semblait se satisfaire. C'est un peu un Tanguy qui revient et je m'installe. Maman fait un peu la boniche de la maison puisqu'elle s'occupe de la maison, s'occupe du linge. Elle devait payer l'électricité, elle devait payer l'internet, c'était à elle à tout payer quoi en fait. Et d'après ses nièces, Daniel, la propriétaire des lieux, trouvait que cette situation s'éternisait. D'autant que Xavier, son fils, avait une passion très coûteuse. Il dépensait des fortunes dans la pratique des sports automobiles. Il a une passion évidente pour les bolides. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. Pour les voitures qui vont vite. Il faisait du rallye, oui. Monsieur aimait bien les voitures, mais bon, il faut trouver l'argent.
Il faut payer une auto avec autant de chevaux. Alain J'emmène, mari de Jacqueline. Et puis mettre les pneus, et puis mettre les jantes, et puis ça coûte, hein. Ces rallyes automobiles sont un véritable gouffre financier pour Xavier Moriamé, même s'il gagne très correctement sa vie comme moniteur d'auto-école. Effectivement, il a un métier, il pourrait fonder un foyer ailleurs, mais je pense qu'il convoite la maison où son père a vécu. C'est un endroit qui est magnifique. Fabien Lavaux, avocat de la défense. Plein de souvenirs pour lui. Ce sont les souvenirs de son papa, c'est la maison familiale, il est fils unique. Le tableau dépeint par la famille a de quoi interpeller la police. D'après les proches, la cohabitation se dégrade progressivement, à tel point que le fils et sa mère doivent trouver un compromis. La maison est cloisonnée, divisée en deux parties. Il y a une partie qui est occupée par Xavier et sa compagne, et il y a une partie qui est occupée par la maman, et donc ils décident ainsi de se partager, si je puis dire, l'héritage familial. C'est une propriété qui est grande, et donc l'idée de dire on en fait 2 habitations est une idée de départ qui est bonne. Malheureusement, les témoins sont formels. Entre Daniel et le couple formé par Xavier et Jennifer, les motifs d'accrochage se multiplient. Il rentre, les meubles sont changés de place. Le courrier est ouvert. On va sur les comptes bancaires. On change la décoration. Et donc, effectivement, les intrusions, je dirais, quotidiennes, François Dessy, avocat de la défense. dans un sens comme dans l'autre, peuvent amener et faire jaillir des difficultés éventuelles. Il accuse sa maman de le harceler, d'être sans cesse sur son dos, alors que lui a envie aussi d'avoir son indépendance et de pouvoir mener sa vie telle qu'il l'entend. Les policiers s'interrogent. Xavier s'est-il disputé une fois encore avec sa mère ce matin-là? La situation aurait-elle dérapé? Serait-il en train de leur cacher quelque chose? On a des suspicions sur Xavier parce qu'on sait que les relations entre Xavier et sa maman sont très conflictuelles. Les disputes sont fréquentes, elles entraînent même des voies de fait. La police doit intervenir. Il y a un dossier qui est ouvert au parquet, un dossier de coups. Il avait déjà levé la main sur sa maman plusieurs fois. Elle en avait très peur. Et voilà, on savait très bien qu'il pouvait être violent par moments. Daniel avait même déposé plainte contre son propre fils pour coups et blessures. Quand ils retrouvent effectivement cette plainte dans leur fichier, les enquêteurs se concertent. Serait-il enfin sur la bonne piste? Il y a quelque chose qui est allé crescendo, une espèce de guerre froide qui par la suite est devenue une guerre ouverte avec des réactions qui étaient totalement volcaniques. On a effectivement l'impression d'une cocotte minute qui va chauffer jusqu'au moment où ça explose. Disputes sans fin au sujet de la maison, différends liés aux factures, violences physiques. Alors que la situation empirait, Jacqueline, la sœur de Daniel, avait pris les choses en main. Vu l'ambiance, vu dans quel état ma tante se retrouve, maman lui propose de venir vivre à la maison. Mais au départ, c'était pas la joie, mais ça s'est vite revenu, quoi. Les deux sœurs, hop, réunies, ça donne un coup de boost, comme on dit, hein. Elle était radieuse. Elle était plus sereine que quand elle était chez elle, quoi. Elle était beaucoup plus apaisée, oui. Elle se sentait beaucoup mieux à la maison. Par crainte de son fils, Daniel avait trouvé refuge chez sa sœur. Pour les enquêteurs, voilà une information capitale. Et surtout, 2 semaines avant sa mort, elle avait fait une annonce fracassante. Ce jour-là, tante Daniel a crié bien haut et fort que c'était terminé. Doriane J'emmène, fille de Jacqueline. Qu'elle allait mettre en place les procédures pour le faire mettre dehors. Elle décide de prendre une mesure assez drastique, à savoir faire partir son fils de la maison familiale et donc demande à ce qu'il soit expulsé. Pour moi, c'est la logique parce que je pense que le fils n'a rien à faire chez la mère.
alors que c'est sa maison à elle. Je ne pense pas qu'elle veuille tirer un trait sur son fils, mais c'est invivable. C'est plus possible de vivre dans des conditions pareilles. Le 16 décembre 2014, soit 9 jours avant la tuerie, tout s'accélère. Xavier Moriamé et Jennifer Canout reçoivent un avis d'expulsion dans leur boîte aux lettres. Ce qui évidemment va remettre de l'huile sur le feu, plutôt que d'apaiser les choses, remettre une tension sur cette vie familiale qui est déjà compliquée. Ça a été un élément déclencheur, peut-être vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Xavier Moriamé. Du côté des enquêteurs, un mobile se dessine. Cette guerre entre Daniel et son fils avait atteint de telles extrémités que tout semblait possible. Mais jusqu'à quel point ? Commissariat de police de Charleroi, le 31 décembre 2014. À l'heure où la Belgique s'apprête à célébrer le Nouvel An, toutes les investigations se concentrent désormais sur Xavier Moriamé. Lors de sa première audition, il avait affirmé avoir fait une balade à vélo sans repasser par la maison de Sautin. Mais l'examen de ses bornages téléphoniques est sans appel. Il aurait menti sur son emploi du temps le jour du drame. Il est soi-disant parti avec sa copine chez des amis pour le repas de Noël. Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette. Mais finalement, le bornage montre qu'il était à la maison de Sautin vers 10h05 du matin. Donc voilà, l'histoire du bornage, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son alibi vient tout simplement de s'effondrer. Et lorsque les policiers reprennent l'enquête de voisinage, c'est le coup de théâtre. Un riverain affirme avoir reconnu la silhouette de Xavier. Selon lui, il était au volant du véhicule qui sera retrouvé incendié à quelques kilomètres. Il y a un témoin qui aperçoit la Clio de sa tante qui part vers 10h30. Donc on sait que tout s'est passé entre le moment où Xavier est revenu de son tour à vélo et le moment où la voiture s'en va, puisque forcément, c'est ni Daniel ni Jacqueline qui sont au volant. Ça veut dire que pendant ce laps de temps de 25 minutes maximum, il y a eu le massacre. Pour les enquêteurs, voilà peut-être le nœud de toute cette histoire. Mais ces 25 petites minutes constituent un créneau horaire très court. Dès lors, une autre hypothèse émerge. Xavier a beau être quelqu'un de costaud, 1m80 et assez balèze. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. Tout seul, porter un poids mort, c'est pas possible sans traîner au moins les pieds avec le sang qui dégouline. Une trentaine de minutes pour les mettre dans la voiture, aller jusqu'au bois qui est à 3 ou 4 kilomètres, mettre le feu, revenir. C'est quasiment impossible qu'il ait agi seul. La conviction des policiers paraît scellée. Si Xavier est bien impliqué, il a forcément reçu l'aide de quelqu'un. Pourrait-il s'agir de Jennifer, sa compagne ? Alors qu'ils envisagent cette éventualité, les résultats des expertises ADN viennent enfoncer le clou. La police scientifique découvre évidemment toutes ces taches de sang, mais il y a des traces de pas aussi, qui sont possiblement celles qui appartiennent à Xavier Moriamé. Et on retrouvera également du sang appartenant aux victimes sur le vélo de Xavier Moriamé. L'ADN de Xavier est surtout localisé sur les 2 scènes de crime. Dans le salon où sa mère a été tuée à l'arme blanche, mais aussi dans la chambre, à l'étage, où sa tante a été massacrée à son tour. Des traces ADN qui sont mélangées au sang des victimes. Éric Guillain, journaliste à Télésambre. Ce qui permettra quelques jours plus tard d'avoir des preuves que Xavier Moriamé est bel et bien lié à ce meurtre. Toutes les analyses, elles sont revenues chez les enquêteurs. Les enquêtes de voisinage, la téléphonie, l'ADN. Et donc, l'étau se resserre autour du couple, autour de Jennifer et de Xavier. Le 15 janvier 2015,
l'enquête s'emballe. 3 semaines après le double crime, Jennifer est interpellée par la police fédérale. Et alors qu'ils se rendent chez Xavier, surprise, il a disparu. Manifestement, il a pris son vélo et il a tracé. Il a traversé la frontière, il est arrivé en France et là, on perd sa trace. Ça peut être assimilé effectivement à une cavale. Maintenant, partir en cavale à vélo, ça ne permet pas d'aller très loin non plus. Il part vraiment avec les moyens du bord, c'est-à-dire il ne pense pas organiser une cavale. Fabien Lavaux, avocat de la défense. C'est pas dans ses gènes, c'est pas dans sa nature et il n'a rien pensé. En plein hiver, cette fuite improvisée prend fin moins de 48 heures plus tard. Visé par un mandat d'arrêt international, Xavier Moriamé, épuisé, finit par se livrer à la gendarmerie française. Il est extradé quelques jours plus tard pour être remis à la police belge. Commissariat de Charleroi, fin janvier 2015. Pour les enquêteurs, c'est l'heure de vérité. Placé en garde à vue, Xavier met tout de suite en cause Danielle, sa mère. Il collabore totalement, malgré le caractère pénible. Il dit qu'il avait subi dans sa vie pas mal de frustrations. Frustrations dont la maman était pour l'essentiel responsable. Alors il fait 1m90, il est athlétique, mais dès que sa mère hausse le ton, c'est quelqu'un qui se tait, qui courbe l'échine et qui dit « oui, maman ». Et Xavier Moriamé va plus loin encore. Il pointe cet événement traumatisant qui serait à l'origine de sa relation si compliquée avec sa maman. Il y a un épisode dramatique dans la vie de Xavier et dans la vie de Danielle, c'est le décès du papa. Xavier était seul avec son papa à ce moment-là et il pensait que sa mère lui en voulait de ne pas avoir appelé les secours assez vite. Et dès le moment où ce papa va partir dans des circonstances tragiques, cette maman va faire porter à son fils la responsabilité de ce décès alors que ce fils était déjà dans la douleur. Face aux enquêteurs, Xavier continue son récit. À compter de leur installation dans la maison avec Jennifer, les rapports avec sa mère seraient devenus réellement exécrables. Et c'est dans ce contexte que le 16 décembre, il reçoit ce fameux avis d'huissier lui signifiant la procédure d'expulsion, en plein préparatif des fêtes de Noël. Le conflit avec sa mère aurait alors atteint, selon lui, un point de non-retour. Cette période de Noël, je pense, au niveau sentimental, affectif et émotionnel, ne va rien arranger. À cette période de fête, tout est à fleur de peau. Sautin, le 25 décembre 2014. Il est précisément 10h05 lorsque Xavier rentre de sa balade matinale à vélo. Et voilà ce que le suspect raconte devant les policiers. Il revient de son petit tour à vélo, il voit la porte de la villa du côté de sa maman qui est entrouverte. Il dit qu'il a vu la porte chez sa maman ouverte, qu'il est rentré et qu'il est tombé sur sa maman qui était très énervée. Cette dispute entre Danielle et son fils va beaucoup plus loin que les précédentes. D'après Xavier, c'est là que sa mère aurait fait le geste de trop. Sa maman va se munir à un moment donné d'un couteau, ce qui va, contrairement à ce qui s'est toujours passé au préalable, déclencher une réaction de furie. Ce qu'il explique, c'est que, oui, ok, il a tué sa mère, mais c'est parce que elle avait un couteau, elle le menaçait, elle voulait lui faire du mal, il a fait que se défendre. À partir de là, après des mois de haine accumulée, Xavier explique avoir totalement perdu le contrôle de lui-même. Lui va prendre un autre couteau. Et donc les voilà tous les deux armés. Et pour la première fois de sa vie, il va porter des coups à sa mère et la poignarder. Il dira qu'il a vu le démon dans le visage de sa maman. Il y a un véritable déchaînement sur le corps
de cette femme. Mais cette femme, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est sa maman, c'est celle qui lui a donné la vie. Affolée, sa tante se réfugie à l'étage. Pour Jacqueline, c'est la terreur à l'état pur. Elle a très bien compris ce qui vient de se passer dans le salon. A priori, elle a tout entendu. Évidemment, il monte à l'étage et il saisit un chevron. Il la tue à coups de chevron, donc plusieurs coups sur la tête, il lui défonce le crâne, clairement. Il la martèle à mort. Tant et si bien qu'à un certain moment, il dira aussi que le crâne de sa tante était complètement défoncé. Xavier Moriamé vient de reconnaître le double meurtre. D'abord celui de sa maman, puis à quelques secondes d'intervalle celui de sa tante. Les policiers n'en reviennent pas. Après ce parricide, comment peut-on ensuite, de manière très froide, exécuter une personne qui vous est très proche, la sœur de celle qui vous a donné la vie? Il est dans un état de panique, il ne sait pas trop quoi faire, et donc que fait-on? Alors que fait-on? Il n'y a pas 36 possibilités. Ce matin du 25 décembre, il y a 2 cadavres, l'un au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Xavier Moriamé poursuit sa terrible confession. Dans son esprit, tout se serait enchaîné très vite. Soit on appelle les services de police, ou soit on essaye de masquer la bêtise qu'on vient de faire, qui est une fameuse bêtise puisqu'il s'agit d'un double crime et c'est la réaction première qu'il va avoir. Donc il repart dans sa partie privative, il va chercher sa compagne Jennifer Canotte et il dit « J'ai réglé le problème avec la vieille, viens m'aider. » Je veux me débarrasser des corps, je vais les mettre dans l'auto. Anne Dauchot, journaliste à la Nouvelle Gazette. Je vais aller brûler la voiture, il faut m'aider pour les mettre dans le coffre. Jennifer, elle, est interrogée dans un bureau séparé. Et le récit qu'elle livre de la scène a de quoi faire froid dans le dos. Elle raconte avoir agi tétanisée tel un automate sur les ordres de Xavier. On la jette littéralement sur une scène de crime à laquelle elle n'a jamais assisté. François Dessy, avocat de la défense. Et elle était à mille lieues d'imaginer que la situation aurait pu conduire à de telles extrémités. Et donc là, Jennifer Canotte, elle découvre les corps, le sang. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va d'abord vomir aux toilettes. Et tous les deux vont s'organiser, si je puis dire, pour essayer de dissimuler toutes les preuves et embarquer les corps. Ensuite, dit-elle, ils auraient chargé ensemble les 2 cadavres. Face aux policiers, Jennifer reconnaît avoir suivi Xavier en voiture jusqu'au bois de Ranly. Il est allé dans un endroit reculé et il a mis le feu à ce véhicule tout simplement. Elle a un rôle évidemment important post-mortem. Elle va lui fournir le bidon d'essence qui va permettre de mettre le feu à la voiture. Pour le reste de la famille, ces révélations font l'effet d'une bombe, car Séverine n'a pas oublié ses échanges avec Xavier, son cousin. C'était le 25 décembre, juste après la mise à mort des 2 femmes. La colère monte parce que, tu te rappelles ce coup de téléphone où il a fait vraiment semblant de rien, alors que... Séverine Jeanmaine, fille de Jacqueline. Il nous a fait ça le jour de Noël, quoi. Et après, il me dit, je te souhaite un joyeux Noël et joyeux Noël à toute ta famille. Alors, quel serait le mobile? Pourquoi Xavier a-t-il sauvagement tué sa mère? Pour ses cousines, pour son oncle, la réponse paraît limpide. Puisqu'il voulait la maison, on repense aux démarches administratives que ma tante a faites. D'ailleurs, j'ai dit à la police, je suis sûr que c'est lui. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline. J'avais raison, hein. Je sais pas, ça me fait même du mal d'en parler parce que sinon... On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Doriane Jeanmaine, fille de Jacqueline. J'ai ressenti énormément de colère. Énormément de colère.
Mais il y a autre chose qui scandalise les membres de la famille Walmack. Pourquoi Xavier a-t-il accablé sa mère pour tenter de justifier son acte monstrueux? Le tissu de mensonges qu'il peut raconter par rapport à ma tante, des absurdités incroyables, c'est la pire des mères qu'il ait pu avoir, quoi. La plus mauvaise qui pouvait exister, c'était elle. Il a eu la pire des enfances possible. C'est aberrant. À l'issue de sa garde à vue, Xavier Moriamé est inculpé du double meurtre sans préméditation de sa mère et de sa tante. Il est aussitôt incarcéré. Pour ses deux cousines, la justice doit maintenant passer. On attend tous qu'il soit puni en tant que tel, même si on pense que puni à vie, ça serait pas possible, mais qu'il ait le maximum. Le plus longtemps en prison, quoi, parce que tuer 2 personnes, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Jennifer Canout, elle, se voit poursuivie pour modification de scène de crime et recel de cadavres. Elle est placée également en détention provisoire. Voilà l'affaire de la tuerie du Réveillon, enfin élucidée. Dès lors, Fabien Lauveau, l'avocat de Xavier, n'a plus qu'un objectif, faire tout ce qui est possible pour lui éviter la peine maximale, soit 30 ans de réclusion criminelle. Il faut quand même se rendre compte que le risque pénal pour lui est vertigineux. Fabien Lavaux, avocat de la défense. L'enjeu était très important et il s'agissait d'aller relayer les aveux qui ont été formulés et d'obtenir de larges circonstances atténuantes. Alors cette ligne de défense tiendra-t-elle le choc face à l'horreur de son double crime? Xavier Moriamé échappera-t-il, oui ou non, à une très lourde condamnation? Tribunal de Charleroi, le 13 novembre 2017. Presque 3 ans ont passé depuis les meurtres de Jacqueline et Daniel Walmack. Xavier et Jennifer savent qu'ils risquent gros et la presse est au rendez-vous. Poursuivi pour parricide, un des actes les plus graves du code pénal, mais aussi pour meurtre et recel de cadavres, Xavier Moriamé a été entendu pendant plus de 2 heures cet après-midi. Pendant que Xavier fait le récit de ce 25 décembre sanglant, les autres membres de la famille lui font face depuis le banc des parties civiles. Et leur colère est intacte. J'aurais pas accepté ses excuses. Ses excuses, il peut se les garder. Il baisse les yeux. Il passe devant nous, mais il baisse les yeux parce qu'il est obligé de passer par la porte qui est juste à côté de nous. Il est resté assez froid. Il n'a pas vraiment regardé du côté des parties civiles. Il y avait même sa grand-mère qui était là. Elle était en chaise roulante, elle était vraiment près de lui. Et donc son petit-fils avait tué ses 2 filles. C'était insoutenable. D'emblée, Xavier Moriamé exclut toute participation de Jennifer aux actes criminels proprement dits. Elle se sait parfaitement innocente du crime, de l'homicide. Elle dit qu'elle est totalement étrangère à la scène. Elle dit qu'elle est arrivée lorsque les corps gisaient déjà dans une mare de sang. Quant à Xavier et son avocat, ils s'en tiennent toujours aux mêmes arguments. Pour eux, tout cela ne serait que le résultat d'un terrible engrenage. Il a reconnu que les relations étaient tendues avec sa maman qui, quelques jours plus tôt, avait entamé une procédure d'expulsion à l'encontre de son fils, avec qui elle cohabitait dans la maison de Sautin, dans des parties distinctes. Après 2 jours de débat, le couperet tombe. Xavier Moriamé est condamné à 25 ans de prison pour le double meurtre de Noël 2014. C'est 5 ans de moins que la peine maximale. Et je crois que le prévenu s'attendait forcément à une peine sévère. Cependant, le tribunal, je pense, a fait preuve d'équilibre en retenant tout de même quelques circonstances atténuantes. Jennifer, elle, est condamnée à 1 an et demi de prison avec sursis pour recel de cadavres, des peines qui seront confirmées en appel. Pourtant,
Durant l'été 2023, Xavier Moriamé obtient sa libération conditionnelle. Il aura purgé le tiers de sa peine, soit 8 ans de détention. C'est la loi en Belgique pour les peines inférieures à 30 ans de prison. C'est pas un gars à mettre en liberté. Hein. Moi, j'ai plus envie de le voir en liberté. Il fallait qu'on le foute en prison, c'est tout. Mais je savais pas qu'on allait le sortir après 8 ans, hein. Le petit, là, hein. Merde. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est la loi de la Belgique, hein. Voilà. J'y comprends rien, je suis fâchée contre la justice, je me dis que de toute façon, on peut faire n'importe quoi, on n'est pas plus puni que ça. Je crois que j'en veux à la terre entière en même temps. Aujourd'hui, dans la région de Thuin, en Belgique, bien des années se sont écoulées. La famille de Daniel et Jacqueline n'a plus que de lointains souvenirs auxquels se raccrocher. Donc je préfère me dire qu'elles sont partout avec moi dans mon cœur et dans ma tête. Et mon petit signe particulier, c'est quand je vois un papillon jaune. Je sais que c'est un petit coucou qu'on me fait. On garde les bons moments, on garde les moments où on cuisinait ensemble, on garde tous ces moments de bonheur où on a pu les partager avec elle. Les dernières paroles qu'on a eues le 24, tout nous revient tout le temps. J'ai sans cesse la dernière parole de ma maman avant d'aller coucher qui me dit « Enlève-moi ça ma chérie » en me parlant de ses boucles d'oreilles et de son collier. Et à demain. Voilà. Pour Doriane, pour Séverine et pour les autres, le manque est toujours bien présent. Alors pour tenter d'oublier toutes ces atrocités, ils préfèrent se souvenir des seuls instants de joie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, nous explorons l'affaire des sœurs Walmack. C'est Noël à Civrirens, un petit village belge situé près de la frontière française. Partout, c'est la fête, mais cette joie s'interrompt brutalement lorsqu'un promeneur signale une voiture en flammes. À l'intérieur, 2 corps calcinés, ceux de 2 sœurs, Daniel et Jacqueline Walmack. À leur domicile, les policiers découvrent du sang partout, sur les murs et sur le sol. Que s'est-il passé? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. L'incroyable histoire que je vais vous raconter est celle d'une famille entière frappée de plein fouet par l'horreur. Une terrible tragédie qui s'est nouée un 25 décembre, le jour de Noël. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans la région de Thuin, une bourgade à la fois tranquille et très pittoresque. Alors on est dans un cadre très campagnard, c'est très bucolique, comme le décrit Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre. La ville de Thuin possède la Sambre avec son méandre en plein milieu et ses remparts. Ce sont vraiment des endroits qui sont extraordinairement beaux. Fabien Lavaux, avocat de la défense, précise qu'ils sont prisés d'ailleurs par les touristes pour les balades et diverses visites culturelles. C'est une région rurale et très paisible, à proximité immédiate de la frontière française. Ces personnes qui y vivent sont quasiment frontaliers, puisqu'il s'agit de faire quelques minutes de route pour se retrouver en France. On est à la limite dans le nord de la France, à la limite chez les ch'tis. On a même parfois un peu le même accent, donc effectivement c'est un peu le même style de vie. C'est ici que Jacqueline et Daniel Walmack ont vu le jour, et c'est ici qu'elles ont passé toute leur vie. Ces 2 sœurs, âgées de 54 et 52 ans, sont inséparables, comme s'en souviennent les filles et le mari de Jacqueline.
elles se ressemblaient quand même pas mal, déjà au niveau physique. Elles étaient relativement joyeuses. Elles avaient un bon contact avec tout le monde. Comme elles étaient les 2 premières filles de la famille, elles se sont fort unies l'une à l'autre, et elles faisaient tout ensemble. Entre elles, c'était fusionnel. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline, confirme que des sœurs comme ça, il n'en avait jamais vu. Doriane est la fille aînée de Jacqueline. Elle évoque aujourd'hui avec émotion la personnalité très attachante de sa mère, un caractère très fort avec un énorme cœur. Elle avait beaucoup d'amour à donner. On pouvait tout lui demander, elle était toujours là pour nous aiguiller dans n'importe quoi. Jacqueline Walmack vit donc entourée de ses filles et d'Alain, son mari. À la 50aine passée, elle a la chance d'être déjà 4 fois grand-mère. Tout se passe merveilleusement bien dans cette famille, tout le monde est heureux. Éric Guillain, journaliste à Télésambre, souligne que c'est toujours un bonheur pour Jacqueline d'accueillir sa sœur Danielle. Elles se voient très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Elles ont toujours habité pas très loin l'une de l'autre. Danielle habite Sautin et Jacqueline habite vraiment à proximité. Anne Dochot, journaliste à la Nouvelle Gazette, explique que chez Jacqueline comme chez Danielle, c'est un peu des vies en miroir, un destin parallèle. Sa sœur Danielle, elle, n'a qu'un seul fils qui s'appelle Xavier. Et depuis sa plus tendre enfance, elle lui voue un immense amour maternel. Danielle, c'est plutôt une maman poule. Elle a un fils unique qui est tout pour elle. C'est son roi, c'est son prince. C'est un jeune homme qui, certes, en impose par sa carrure physiquement. C'est un beau garçon qui fait 1,90 m. C'est la fierté de sa maman, c'est sûr. Xavier grandit dans une belle maison du village de Sautin, entouré de sa mère et de son père, Dominique Moriamet. Après une enfance heureuse, il se passionne pour le sport automobile au point d'en faire son métier en devenant moniteur d'auto-école. Et surtout, il partage cette passion avec son père. Ils allaient à la pêche ensemble, ils allaient faire de la moto ensemble, ils faisaient tout ensemble. Il y a une relation entre Xavier Moriamet et son papa qui est une relation tout simplement exceptionnelle. Malheureusement, en 2003, pour Xavier, tout s'écroule. Il n'a à l'époque que 25 ans. Le papa va tout simplement décéder dans les bras de son fils, et le fils ne va rien pouvoir faire. Et au moment où il appelle les secours, c'est trop tard. Il a très mal vécu apparemment le décès de son papa parce que c'était lui qui était là. Xavier Moriamet ne se remettra jamais vraiment de la perte brutale de son père. Et il fait un choix radical, celui de revenir vivre à Sautin auprès de sa mère, devenue veuve. Au début des années 2010, il s'y installe avec la jeune femme qui partage sa vie. C'était peut-être confortable, à la fois pour sa maman et pour lui, de garder cette proximité, de rester vivre ensemble. Donc effectivement, depuis le décès de son mari, elle va focaliser l'essentiel de son affection sur son fils. François Dessy, avocat de la défense, note qu'en tout cas, c'est une personne qui est aimante, c'est une maman aimante. Avec l'aide de sa sœur aussi, elle va surmonter cette épreuve et remonter la pente. Ainsi s'écoule la vie des sœurs Walmack dans la région de Thuin, en Belgique. Début du printemps 2014, Jacqueline célèbre avec sa fille Doriane le baptême de l'aîné de ses petits-enfants. À l'église, puis lors de la réception, c'est le spectacle d'une famille heureuse et très unie. Jacqueline, la grand-mère du petit garçon, est aux anges. Ce jour-là, Danielle se trouve juste à côté d'elle. Un instant de joie et de communion pour les 2 sœurs qui ne se sont jamais quittées. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, ces belles images du bonheur familial vont brutalement voler en éclats. Nous sommes le 24 décembre 2014, autrement dit le soir du réveillon de Noël. Quasiment toute la famille est réunie à Civry-Rance. C'est Jacqueline et Alain qui reçoivent. Comme chaque année, c'est réveillon chez papa, maman, entre sœurs, avec les maris, les petits-enfants. Ma grand-mère vivait là aussi. On se retrouve en famille, on se met autour d'une table, on mange, on discute, on rigole, on chante. Un réveillon de Noël ? Très bien. Danielle, la sœur de Jacqueline, fait évidemment partie des convives. Quant à son fils, Xavier, il passe cette année-là le réveillon de Noël dans la famille de Jennifer, sa petite amie. Après le dîner, Jacqueline propose à ses invités de revenir déjeuner le 25 décembre.
Et tout le monde se fixe rendez-vous au lendemain pour manger les restes, parce qu'il y a toujours des restes dans ces cas-là. Et vu que ce sont des bons restes, on est dans un contexte très festif. C'est joyeux Noël à tout le monde, on a le cœur léger, tout va bien. Jacqueline, entourée de sa famille, profite du moment. Doriane s'en souvient comme si c'était hier. Elle est toute pimpante, avec une belle robe, elle s'est bien coiffée, elle a mis des jolis bas à paillettes. Je la vois sourire dans le fauteuil à côté de ma sœur avec mon fils au milieu, en train de rire avec ma grand-mère, avec nous. Et maman est très joyeuse, comme d'habitude, de recevoir tout le monde autour de la table. Ce n'est que le lendemain matin, 25 décembre 2014, que l'histoire bascule. Vers 11h, Doriane et son mari sont de retour, comme convenu la veille, au domicile des parents. Séverine, l'autre fille de Jacqueline, est également attendue. J'arrive là, papa est levé, on boit une tasse de café, et je demande où est maman ainsi que ma tante Danielle. Et il me dit, elles sont parties vers 9h45, elles sont parties à Sautin, elles ne vont pas tarder. Moi j'arrive avec mes enfants, j'arrive avec mon mari. Et là on me dit qu'elle n'est toujours pas rentrée. Toujours pas de maman, le temps commence à passer, on téléphone. On téléphone à gauche à droite dans la famille, sachant que leurs téléphones sont restés sur la table toutes les deux. Les deux sœurs avaient prévu de faire un aller-retour jusqu'à la maison de Daniel à Sautin, pour y alimenter la chaudière. Mais à 12h30 passées, toujours aucune nouvelle. C'est tout à fait impensable de rater ce qui est sans doute un des repas les plus importants de l'année. Donc à 13h on commence à s'inquiéter, où est-ce qu'elles sont, comment est-ce possible? Surtout que c'était prévu qu'on mange tous ensemble. On a pris ma voiture, on est parti avec ma sœur à Sautin, on a fait un chemin d'un côté, puis on est revenu par un autre chemin au cas où. Pour aller voir si elles n'ont pas eu un accident, parce qu'on s'imagine vraiment n'importe quoi. Je repars par un autre chemin pour regarder s'il n'y a pas la voiture dans un contrebas. Il y a moins de 4 km entre les deux maisons, et pas la moindre trace de leur voiture. Quant au domicile de Daniel à Sautin, il semble totalement désert. Pour les deux filles de Jacqueline, pour Alain, son mari, c'est le début de l'angoisse. Je crois qu'à partir de ce moment-là, moi j'étais dans l'épouvante. J'ai fait l'aller-retour dans tous les sens aussi. On a tout quadrillé par tous les chemins inimaginables possibles qu'il puisse y avoir pour aller d'une maison à l'autre. En début d'après-midi, les recherches n'ont rien donné. La famille contacte Xavier, le fils de Daniel. A-t-il eu des nouvelles? Sait-il quelque chose? Lui qui se trouve avec sa compagne à un autre repas de Noël. Ma sœur Séverine l'a appelé. Elle lui a demandé s'il avait vu maman et tante Danielle pour voir s'il ne les a pas vus et s'il n'a pas eu de nouvelles, parce que nous autres on n'en avait pas. Séverine Jeanmaine raconte que Xavier lui a répondu qu'il était en train de faire la fête chez tante Micheline et que non, il ne les avait pas vus, il n'avait pas de nouvelles, rien du tout. Malheureusement, Xavier n'en sait pas davantage. Jacqueline et Daniel se sont bel et bien volatilisés. À Sivrirance, plus personne n'a le cœur à ce repas de Noël. On ne mange pas, on n'a pas faim, on s'inquiète. C'est pas normal. Doriane ajoute que le jour de Noël, elle ne les aurait pas laissés comme ça en plan, surtout si elle savait qu'elle venait. On a téléphoné à la police. La police nous a dit qu'on ne pouvait rien faire, étant donné qu'il n'y avait pas 24 heures minimum de disparition. Les sœurs Walmack étant des adultes majeurs, il était impossible pour les policiers de lancer quoi que ce soit avant le lendemain. Au même moment, le journaliste Frédéric Dubois assure la permanence de Télésambre. Vers 16h, il est appelé par un contact qui lui signale une voiture en feu dans le bois de Rangly. Il rigolait un peu parce qu'une voiture en feu à 50 km de chez lui ne semblait pas prioritaire. Mais son interlocuteur insiste en disant qu'il est possible qu'il y ait 1 ou 2 corps dans la voiture, des corps carbonisés retrouvés à l'arrière. 1 heure plus tard, le journaliste arrive à Rangly, tout près de Sautin. C'est le crépuscule et au loin, on aperçoit des volutes de fumée qui s'échappent au-dessus de l'orée du bois. Au moment où on voit la juge d'instruction descendre sur place avec les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, là c'est clair qu'on sait qu'on est sur une affaire criminelle. Alors que les forces de l'ordre quadrillent déjà tout le secteur, à Sivrirance, c'est la stupéfaction. Les filles et le mari de Jacqueline voient soudain débarquer la police locale.
On est un peu abasourdi en se disant qu'ils arrivent quand même vite pour quelque chose qui n'avait pas lieu d'être selon leur dire précédent. Ils demandent des renseignements. Les policiers veulent connaître une chose en particulier, le numéro d'immatriculation de la voiture de Jacqueline, ce véhicule que la famille recherche depuis la mi-journée. On se demande pourquoi on nous demande la plaque. Vers 19h, Dorian annonce que si on a besoin d'elle, elle reviendra, mais qu'elle va donner le bain à son petit garçon. La nuit vient de tomber ce 25 décembre lorsque Dorian, de plus en plus inquiète, quitte le domicile de ses parents. Alors qu'elle roule depuis à peine quelques minutes, elle tombe sur un véritable déploiement de forces de l'ordre. Elle voit les policiers et toutes ces personnes qui courent dans tous les sens. Tout est bouclé, il y a des gyrophares partout. Son mari fonce dans les barrières et se fait attraper par 2 policiers qui lui disent que s'il ne se calme pas, on va l'immobiliser. Malgré la confusion, impossible d'en savoir davantage. La police refuse de dire quoi que ce soit à la famille. On se croirait dans un film. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée et toute cette police autour de Sautin, on ne comprend rien. Dorian imagine le pire. Elle se voit assise sur sa pierre de porte, regardant les étoiles en priant pour que sa mère aille bien. Ce que Dorian et les siens ne savent pas encore, c'est que les investigations viennent de faire un spectaculaire bond en avant. Même si la plaque d'immatriculation a été détruite par le feu, le modèle de la voiture est bien reconnaissable. C'est à partir du numéro de châssis qu'ils parviennent à identifier la propriétaire, Jacqueline Walmack. Madame Jacqueline Walmack, qui avait justement été signalée disparue avec sa sœur. Elle habite vraiment à 5 km de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Tandis que la famille reste plongée dans l'angoisse, les policiers foncent vers le domicile de Daniela Sautin. C'est là que les 2 sœurs devaient se rendre le matin de Noël. Du côté de la voiture, on ne peut plus rien tirer. La seule chance de trouver d'autres pistes est de fouiller la villa. Au moment où ils enfoncent la porte, les enquêteurs sont loin de se douter de ce qui les attend. Il y a vraiment du sang partout, sur les murs et sur les plafonds. Dans la maison de Sautin, il y a une vraie scène de massacre. On voit bien que c'est une scène de crime avec 2 endroits d'une extrême violence, le salon et une chambre à l'étage. Au rez-de-chaussée comme au premier, il y a une quantité impressionnante de sang. Aussitôt, les policiers s'interrogent. Ce sang appartient-il aux sœurs Walmack? Est-ce bien leur corps que l'on a retrouvé dans la voiture incendiée? On a 2 scènes de crime dans la même maison, donc ils se disent que les 2 corps dans la voiture sont les sœurs Walmack. Les techniciens en identification criminelle recherchent de l'ADN. Les hommes de la police judiciaire procèdent aux premières constatations. Il y a du désordre, comme si on avait fouillé les lieux, comme un cambriolage qui aurait mal tourné. Des meubles sont retournés, des décorations sont cassées. On peut imaginer que les sœurs ont surpris des cambrioleurs qui les ont attaqués de manière violente avant de s'enfuir sans rien voler. C'est le tout premier scénario envisagé. Avec de telles quantités de sang, la police imagine un double meurtre à l'arme blanche. Mais comment peut-on être d'une telle brutalité? Aucun cambrioleur ne prendrait la peine de faire disparaître les corps dans une voiture pour y mettre le feu. Un crime violent, un véhicule en feu, les enquêteurs émettent une nouvelle hypothèse, celle d'un double homicide lié au crime organisé. On se dit que c'est peut-être un règlement de compte, une histoire de drogue. Mais les sœurs Walmack sont des dames tout à fait avenantes, sans aucun lien avec la pègre. Ce sont des citoyennes absolument normales. Alors que signifie ce double meurtre sauvage? Qui a pu s'en prendre à Daniel et Jacqueline? Pour la police belge, c'est le début d'une enquête retentissante. Nous sommes le 26 décembre. Voilà 24 heures que les proches sont au supplice. C'est par les médias qu'ils vont tout apprendre. La télé annonce que 2 corps calcinés ont été retrouvés. Dorian exprime qu'on ne souhaite à personne de vivre une telle chose. Dès lors, il n'y a plus de place pour le doute. Alain et ses filles réalisent que leur vie ne sera plus jamais la même. Séverine confie être anéantie, plus qu'à terre. À l'heure où la famille entame son deuil, l'impensable nouvelle se répand à Sautin. C'est un Noël exceptionnel dans le mauvais sens du terme car c'est un village où il ne se passe d'ordinaire rien. La population est sous le choc. 2 mères de famille sans histoire tuées le jour de Noël. Une véritable psychose s'installe. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Xavier Moriamet,
le fils de Daniel, est à son tour foudroyé. Il était absent de la maison familiale ce 25 décembre et il ne comprend pas. Police fédérale de Charleroi, le 26 décembre 2014. Pourquoi un tel carnage ? Pour mieux cerner le profil des victimes, les enquêteurs interrogent Xavier et sa compagne Jennifer. Elle était éperdument amoureuse de Xavier, ils étaient ensemble depuis une dizaine d'années, un beau petit couple. Face aux policiers, le jeune couple est totalement effondré. Xavier déclare qu'ils n'ont rien remarqué de suspect puisqu'ils étaient loin des lieux du crime. Il raconte avoir fait une longue balade à vélo avant de se rendre à son déjeuner chez des amis. Il a fourni un alibi que les enquêteurs vérifient. Cela n'empêche pas les policiers de prélever leur ADN pour vérification et de demander à Xavier et Jennifer de rester à disposition. Au tour de Séverine et Doriane d'être interrogées. Elle dresse un portrait particulier de Xavier, leur cousin germain. C'était un enfant roi qui avait tout ce qu'il voulait, très capricieux. Il était un peu monsieur je n'ai peur de personne, avec un côté prétentieux et frimeur. Les cousines ajoutent que depuis la mort de son père, Xavier s'était installé chez sa mère avec Jennifer. Maman faisait un peu la bonne de la maison, elle s'occupait du linge, payait l'électricité et l'internet. Daniel trouvait que cette situation s'éternisait, d'autant que Xavier avait une passion coûteuse pour les sports automobiles et les bolides. Il dépensait des fortunes pour ses voitures et les rallyes, même s'il gagnait bien sa vie comme moniteur d'auto-école. Il convoite la maison familiale où son père a vécu. Le tableau dépeint interpelle la police. La cohabitation se dégradait, la maison avait été cloisonnée en 2 parties. Malheureusement, les motifs d'accrochage se multipliaient, meubles changés de place, courrier ouvert, intrusion quotidienne. Xavier accusait sa mère de le harceler alors qu'il voulait son indépendance. Les policiers se demandent si une dispute a éclaté ce matin-là. On a des suspicions sur Xavier car les relations étaient conflictuelles. Il y avait déjà eu des dossiers pour coups et blessures. Daniel avait même déposé plainte contre son fils car elle en avait très peur. Les enquêteurs retrouvent cette plainte. Ils ont l'impression d'une cocotte minute qui a fini par exploser. Jacqueline avait même proposé à Daniel de venir vivre chez elle pour fuir cette ambiance. Daniel était plus sereine et apaisée chez sa sœur. Mais 2 semaines avant sa mort, Daniel avait annoncé qu'elle allait engager des procédures pour mettre son fils dehors. Le 16 décembre 2014, soit 9 jours avant la tuerie, Xavier et Jennifer reçoivent un avis d'expulsion. Pour les enquêteurs, c'est l'élément déclencheur. Commissariat de police de Charleroi, le 31 décembre 2014. Les investigations se concentrent sur Xavier. Il avait affirmé avoir fait une balade à vélo sans repasser par Sautin, mais le bornage téléphonique est sans appel, il a menti. Il était à la maison de Sautin vers 10h05 du matin. Son alibi s'effondre. Un voisin affirme aussi avoir reconnu la silhouette de Xavier au volant de la voiture de sa tante vers 10h30. Le massacre a dû se produire dans un laps de temps très court, environ 25 minutes. Les enquêteurs pensent qu'il n'a pas pu agir seul pour déplacer les corps et mettre le feu en si peu de temps. Pourrait-il s'agir de Jennifer ? Les résultats ADN montrent que le sang des victimes est présent sur le vélo de Xavier et son ADN est localisé sur les 2 scènes de crime, dans le salon et la chambre. Le 15 janvier 2015, l'enquête s'emballe et le destin de Xavier Moriamet semble scellé devant les preuves qui s'accumulent contre lui et sa compagne. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des sœurs Walmack. C'est Noël à Civry-Rance, un petit village belge situé près de la frontière française. Partout, c'est la fête, mais cette joie s'interrompt brutalement lorsqu'un promeneur signale une voiture en flammes. À l'intérieur, 2 corps calcinés, ceux de 2 sœurs, Daniel et Jacqueline Walmack. À leur domicile, les policiers découvrent du sang partout, sur les murs et sur le sol. Que s'est-il passé ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. L'incroyable histoire que je vais vous raconter est celle d'une famille entière frappée de plein fouet par l'horreur. Une terrible tragédie qui s'est nouée un 25 décembre, le jour de Noël.
Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans la région de Thuin, une bourgade à la fois tranquille et très pittoresque. Alors on est dans un cadre très campagnard, c'est très bucolique. Frédéric Dubois, journaliste à Télésambre, décrit la ville de Thuin avec la Sambre et son méandre en plein milieu, entouré de remparts. Ce sont vraiment des endroits qui sont extraordinairement beaux. Fabien Lavaux, avocat de la Défense, précise qu'ils sont prisés d'ailleurs par les touristes pour les balades et diverses visites culturelles. C'est une région rurale et très paisible, à proximité immédiate de la frontière française. Ces personnes qui y vivent sont quasiment frontaliers, puisqu'il s'agit de faire quelques minutes de route pour se retrouver en France. On est à la limite dans le nord de la France, à la limite chez les ch'tis. On a même parfois un peu le même accent, donc effectivement c'est un peu le même style de vie. C'est ici que Jacqueline et Daniel Walmack ont vu le jour, et c'est ici qu'elles ont passé toute leur vie. Ces deux sœurs, âgées de 54 et 52 ans, sont inséparables, comme s'en souviennent les filles et le mari de Jacqueline. Elles se ressemblaient quand même pas mal, déjà au niveau physique. Elles étaient relativement joyeuses. Elles avaient un bon contact avec tout le monde. Comme elles étaient les deux premières filles de la famille, elles se sont fort unies l'une à l'autre, et elles faisaient tout ensemble. Entre elles, c'était fusionnel. Alain Jeanmaine, mari de Jacqueline, affirme que des sœurs comme ça, il n'en a jamais vu. Doriane est la fille aînée de Jacqueline. Elle évoque aujourd'hui avec émotion la personnalité très attachante de sa mère. Elle avait un caractère très fort, avec un énorme cœur. Elle avait beaucoup d'amour à donner. On pouvait tout lui demander, elle était toujours là pour nous aiguiller dans n'importe quoi. Jacqueline Walmack vit donc entourée de ses filles et d'Alain, son mari. À la cinquantaine passée, elle a la chance d'être déjà 4 fois grand-mère. Tout se passe merveilleusement bien dans cette famille, tout le monde est heureux. Éric Guillain, journaliste à Télésambre, souligne que c'est toujours un bonheur pour Jacqueline d'accueillir sa sœur Danielle. Elles se voient très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Elles ont toujours habité pas très loin l'une de l'autre. Danielle habite Sautin et Jacqueline habite vraiment à proximité. Anne Dochot, journaliste à la Nouvelle Gazette, observe que chez Jacqueline comme chez Danielle, ce sont un peu des vies en miroir, un destin parallèle. Sa sœur Danielle, elle, n'a qu'un seul fils. Il s'appelle Xavier. Et depuis sa plus tendre enfance, elle lui voue un immense amour maternel. Danielle est plutôt une maman poule. Elle a un fils unique qui est tout pour elle. C'est son roi, c'est son prince. C'est un jeune homme qui, certes, en impose par sa carrure physiquement. C'est un beau garçon qui fait 1,90 m. C'est la fierté de sa maman, c'est sûr. Xavier grandit dans une belle maison du village de Sautin, entouré de sa mère et de son père, Dominique Moriamet. Après une enfance heureuse, il se passionne pour le sport automobile au point d'en faire son métier en devenant moniteur d'auto-école. Et surtout, il partage cette passion avec son père. Ils allaient à la pêche ensemble, ils allaient faire de la moto ensemble, ils faisaient tout ensemble. Il y a une relation entre Xavier Moriamet et son papa qui est une relation tout simplement exceptionnelle. Malheureusement, en 2003, pour Xavier, tout s'écroule. Il n'a à l'époque que 25 ans. Le papa va tout simplement décéder dans les bras de son fils. Et le fils ne va rien pouvoir faire. Et au moment où il appelle les secours, c'est trop tard. Il a très mal vécu le décès de son papa parce que c'était lui qui était là. Xavier Moriamet ne se remettra jamais vraiment de la perte brutale de son père. Et il fait un choix radical, celui de revenir vivre à Sautin, auprès de sa mère, devenue veuve. Au début des années 2010, il s'y installe avec la jeune femme qui partage sa vie. C'était peut-être confortable, à la fois pour sa maman et pour lui, de garder cette proximité, de rester vivre ensemble. Donc effectivement, depuis le décès de son mari, elle va focaliser l'essentiel de son affection sur son fils. François Dessy, avocat de la Défense, note qu'en tout cas, c'est une personne qui est aimante, c'est une maman aimante. Avec l'aide de sa sœur aussi, elle va surmonter cette épreuve et remonter la pente. Ainsi s'écoule la vie des sœurs Walmack dans la région de Thuin, en Belgique. Début du printemps 2014, Jacqueline célèbre avec sa fille Doriane le baptême de l'aîné de ses petits-enfants. À l'église,
Puis lors de la réception, c'est le spectacle d'une famille heureuse et très unie. Jacqueline, la grand-mère du petit garçon, est aux anges. Ce jour-là, Daniel se trouve juste à côté d'elle. Un instant de joie et de communion pour les deux sœurs qui ne se sont jamais quittées. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, ces belles images du bonheur familial vont brutalement voler en éclats. Nous sommes le 24 décembre 2014, autrement dit le soir du réveillon de Noël. Quasiment toute la famille est réunie à Civry-Rance. C'est Jacqueline et Alain qui reçoivent. Comme chaque année, c'est réveillon chez papa et maman, entre sœurs, avec les maris, les petits-enfants et la grand-mère qui vivaient là aussi. On se retrouve en famille, on se met autour d'une table, on mange, on discute, on rigole, on chante. Un réveillon de Noël parfait. Daniel, la sœur de Jacqueline, fait évidemment partie des convives. Quant à son fils, Xavier, il passe cette année-là le réveillon de Noël dans la famille de Jennifer, sa petite amie. Après le dîner, Jacqueline propose à ses invités de revenir déjeuner le 25 décembre. Et tout le monde se fixe rendez-vous au lendemain pour manger les restes, parce qu'il y a toujours des restes dans ces cas-là. Et vu que ce sont des bons restes, on est dans un contexte très festif. C'est joyeux Noël à tout le monde, on a le cœur léger, tout va bien. Jacqueline, entourée de sa famille, profite du moment. Doriane s'en souvient parfaitement. Sa mère est toute pimpante, avec une belle robe, bien coiffée, avec des jolis bas à paillettes. Elle sourit dans le fauteuil à côté de sa sœur avec son petit-fils au milieu, en train de rire avec la grand-mère. Jacqueline est très joyeuse, comme d'habitude, de recevoir tout le monde autour de la table. Ce n'est que le lendemain matin, 25 décembre 2014, que l'histoire bascule. Vers 11h, Doriane et son mari sont de retour, comme convenu la veille, au domicile des parents. Séverine, l'autre fille de Jacqueline, est également attendue. Le père est levé, ils boivent une tasse de café, et Doriane demande où est sa maman ainsi que sa tante Danielle. Il lui répond qu'elles sont parties vers 9h45 à Sautin et qu'elles ne vont pas tarder. Séverine arrive aussi avec ses enfants et son mari, et on lui dit que sa mère n'est toujours pas rentrée. Le temps commence à passer, on téléphone à gauche et à droite dans la famille, sachant que leurs téléphones sont restés sur la table toutes les deux. Les deux sœurs avaient prévu de faire un aller-retour jusqu'à la maison de Daniel à Sautin pour y alimenter la chaudière. Mais à 12h30 passées, toujours aucune nouvelle. C'est tout à fait impensable de rater ce qui est sans doute un des repas les plus importants de l'année. Donc à 13h, on commence à s'inquiéter sérieusement. Comment est-ce possible alors qu'il était prévu de manger tous ensemble ? Doriane et sa sœur prennent la voiture pour aller à Sautin, cherchant partout au cas où il y aurait eu un accident. Elles font l'aller par un chemin et le retour par un autre pour vérifier s'il n'y a pas la voiture dans un contrebas. Il y a moins de 4 km entre les deux maisons, et pas la moindre trace du véhicule. Quant au domicile de Daniel à Sautin, il semble totalement désert. Pour les deux filles de Jacqueline et pour Alain, son mari, c'est le début de l'angoisse. Il quadrille tous les chemins inimaginables possibles. En début d'après-midi, les recherches n'ont rien donné. La famille contacte Xavier, le fils de Daniel. A-t-il eu des nouvelles ? Sait-il quelque chose, lui qui se trouve avec sa compagne à un autre repas de Noël ? Séverine l'appelle pour savoir s'il les a vus. Xavier répond qu'il est en train de faire la fête chez sa tante Micheline et qu'il n'a aucune nouvelle, rien du tout. Malheureusement, Xavier n'en sait pas davantage. Jacqueline et Daniel se sont bel et bien volatilisés. À Civry-Rance, plus personne n'a le cœur à ce repas de Noël. On ne mange pas, on n'a pas faim, on s'inquiète. Doriane se dit que le jour de Noël, sa mère ne les aurait jamais laissés comme ça en plan. Il téléphone à la police, mais les agents répondent qu'ils ne peuvent rien faire avant un délai de 24 heures minimum, les sœurs Walmack étant des adultes majeurs. Au même moment, le journaliste Frédéric Dubois assure la permanence de Télésambre. Vers 16h, il est appelé par un contact qui lui signale une voiture en feu dans le bois de Rangly. Au début, il ne prend pas cela au sérieux, mais son interlocuteur insiste sur la possibilité qu'il y ait un ou deux corps carbonisés à l'arrière de cette voiture. 1 heure plus tard, le journaliste arrive à Rangly. Au crépuscule, on aperçoit des volutes de fumée qui s'échappent au-dessus de l'orée du bois. Lorsque la juge d'instruction descend sur place avec les enquêteurs de la police judiciaire fédérale,
il devient clair qu'il s'agit d'une affaire criminelle. Alors que les forces de l'ordre quadrillent le secteur, à Civry-Rance, c'est la stupéfaction lorsque la police locale débarque. Ils demandent des renseignements et surtout le numéro d'immatriculation de la voiture de Jacqueline. La famille ne comprend pas pourquoi on leur demande la plaque, pensant peut-être que c'est pour aider aux recherches. Vers 19h, Doriane quitte le domicile de ses parents pour s'occuper de son fils. En roulant, elle tombe sur un véritable déploiement de forces de l'ordre. Tout est bouclé, il y a des gyrophares partout. Son mari essaie de passer, mais il est arrêté par les policiers. Malgré la confusion, la police refuse de donner des informations. Doriane sent avec un pincement au cœur que quelque chose de grave s'est produit. Ce que Doriane et les siens ne savent pas encore, c'est que les investigations viennent de faire un bond en avant. Même si la plaque d'immatriculation a été détruite par le feu, le modèle de la voiture est reconnaissable. À partir du numéro de châssis, les enquêteurs identifient la propriétaire, c'est Jacqueline Walmack, signalée disparue avec sa sœur. Les policiers foncent vers le domicile de Daniel Assotin. À l'intérieur, ils découvrent une scène de massacre. Il y a du sang partout, sur les murs et les plafonds. On peut dire qu'il y a eu 2 scènes de crime d'une extrême violence, l'une dans le salon et l'autre dans une chambre à l'étage. Les techniciens en identification criminelle recherchent de l'ADN tandis que les enquêteurs notent un certain désordre, comme si un cambriolage avait mal tourné. Des meubles sont retournés, des décorations sont cassées. Au début, on imagine que les sœurs ont surpris des cambrioleurs qui auraient agi avec une brutalité inouïe. Mais aucun cambrioleur ne prendrait la peine de faire disparaître les corps dans une voiture incendiée. Les enquêteurs envisagent alors un règlement de compte lié au crime organisé, mais les sœurs Walmack sont des citoyennes normales, sans aucun lien avec la pègre. Le 26 décembre, la famille apprend la terrible nouvelle par les médias. C'est l'anéantissement pour Alain et ses filles. La sidération gagne tout le village de Sautin. Xavier Moriamet, le fils de Daniel, se dit également foudroyé par la nouvelle. Pour cerner le profil des victimes, les enquêteurs interrogent Xavier et sa compagne Jennifer. Ils forment un beau couple, éperdument amoureux. Xavier déclare qu'ils n'ont rien remarqué de suspect car ils étaient loin des lieux du crime. Il fournit un alibi qui est vérifié. Cependant, les policiers prélèvent leur ADN et vérifient leur téléphonie. En interrogeant Séverine et Doriane, un portrait différent de Xavier émerge. Il est décrit comme un enfant roi, capricieux, prétentieux et frimeur. Les cousines expliquent qu'il s'était installé chez sa mère avec Jennifer, menant une vie où la maman s'occupait de tout et payait les factures. Xavier dépensait des fortunes dans les sports automobiles et les rallyes, ce qui constituait un gouffre financier. La cohabitation entre Daniel et le couple était devenue conflictuelle. La maison avait été divisée en 2 parties pour tenter de partager l'espace, mais les intrusions quotidiennes provoquaient des tensions. Xavier accusait sa mère de harcèlement. La situation était devenue une véritable cocotte-minute. Pour trouver la sérénité, Daniel s'était réfugié chez sa sœur Jacqueline. 2 semaines avant le drame, Daniel avait annoncé qu'elle allait entamer des procédures pour expulser son fils de la maison. Le 16 décembre 2014, 9 jours avant la tuerie, Xavier et Jennifer avaient reçu un avis d'expulsion. Pour les enquêteurs, cela constitue un mobile sérieux. Le 31 décembre, alors que le pays s'apprête à fêter le Nouvel An, les soupçons se concentrent sur Xavier Moriamet. Son alibi s'effondre lorsque le bornage téléphonique révèle qu'il était à la maison de Sautin vers 10h05 du matin le jour du drame. Un témoin affirme également avoir reconnu sa silhouette au volant du véhicule retrouvé incendié. Comme le créneau horaire du massacre est très court, environ 25 minutes, les policiers pensent qu'il n'a pas pu agir seul. Jennifer est alors soupçonnée. Les expertises scientifiques révèlent des traces de pas et l'ADN de Xavier sur les 2 scènes de crime, ainsi que du sang des victimes sur son vélo. Le 15 janvier 2015, le couple est arrêté. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, nous explorons l'affaire des sœurs Walmack. L'histoire commence dans la douceur trompeuse d'un hiver ardennais. C'est Noël à Civry-Rance,
un petit village belge situé près de la frontière française. Partout, c'est la fête, les lumières scintillent aux fenêtres et les familles se rassemblent dans la chaleur des foyers. Mais cette joie s'interrompt brutalement lorsqu'un promeneur signale une voiture en flammes dans la solitude d'un sous-bois. À l'intérieur du véhicule dévasté par le brasier, les secours font une découverte d'une horreur sans nom, 2 corps calcinés, identifiés plus tard comme étant ceux de 2 sœurs, Daniel et Jacqueline Walmack. L'enquête qui s'ensuit plonge les autorités dans la stupeur. À leur domicile, les policiers découvrent du sang partout, sur les murs et sur le sol, témoignant d'une lutte d'une violence inouïe. Que s'est-il passé dans le silence de cette nuit sacrée? La réponse se dessine dans ce nouveau récit de chronique criminelle. L'incroyable histoire que je vais vous raconter est celle d'une famille entière frappée de plein fouet par l'horreur. Une terrible tragédie qui s'est nouée un 25 décembre, le jour de Noël. Mais pour bien comprendre cette affaire et les ressorts humains qui l'ont sous-tendue, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans la région de Thuin, une bourgade à la fois tranquille et très pittoresque. On est dans un cadre très campagnard, c'est très bucolique, comme le décrit le journaliste Frédéric Dubois. La ville de Thuin possède un charme intemporel avec la Sambre et son méandre qui serpente en plein milieu, encadré par des remparts historiques. Ce sont vraiment des endroits qui sont extraordinairement beaux, des havres de paix où le temps semble s'être arrêté. Fabien Lavaux, avocat de la défense, précise que ces lieux sont prisés par les touristes pour les balades et les diverses visites culturelles. C'est une région rurale et très paisible, à proximité immédiate de la frontière française. Ces personnes qui y vivent sont quasiment frontaliers, puisqu'il s'agit de faire quelques minutes de route pour se retrouver en France. On est à la limite dans le nord de la France, à la limite chez les ch'tis. On a parfois le même accent et le même style de vie chaleureux et solidaire. C'est ici que Jacqueline et Daniel Walmack ont vu le jour, et c'est ici qu'elles ont passé toute leur vie. Ces 2 sœurs, âgées de 54 et 52 ans, sont inséparables. Elles se ressemblaient beaucoup, tant physiquement que par leur tempérament. Elles étaient joyeuses et avaient un excellent contact avec tout le monde. En tant que 2 premières filles de la famille, elles se sont fort unies l'une à l'autre dès l'enfance. Entre elles, c'était fusionnel, un lien que même le mariage n'avait pas distendu. Alain Jeanmaine, le mari de Jacqueline, confie n'avoir jamais vu une telle complicité entre 2 sœurs. Doriane, la fille aînée de Jacqueline, évoque avec une émotion palpable la personnalité attachante de sa mère. Elle décrit une femme au caractère fort mais dotée d'un énorme cœur, toujours prête à donner de l'amour et à aiguiller ses enfants dans n'importe quelle situation. Jacqueline vivait entourée de ses filles et d'Alain. À la 50aine passée, elle savourait son rôle de grand-mère pour 4 petits-enfants. Tout se passait merveilleusement bien, et chaque visite de sa sœur Danielle était un moment de pur bonheur. Elles habitaient tout près l'une de l'autre, Danielle résidant à Sautin. Leur vie était comme des miroirs, des destins parallèles portés par une affection inconditionnelle. Daniel, pour sa part, n'avait qu'un seul fils, Xavier. Depuis sa plus tendre enfance, elle lui vouait un amour maternel immense, le considérant comme son roi ou son prince. Xavier était un jeune homme à la carrure imposante, mesurant 1,90 m, faisant la fierté de sa maman. Il a grandi dans une belle maison à Sautin, partageant avec son père, Dominique Moriamet, une passion dévorante pour le sport automobile et la mécanique. Ils faisaient tout ensemble, de la pêche à la moto. Malheureusement, en 2003, tout s'écroule pour Xavier, alors âgé de 25 ans seulement. Son père décède brutalement dans ses bras. Ce traumatisme marque une rupture définitive dans sa vie. Xavier fait alors le choix de revenir vivre à Sautin auprès de sa mère veuve. Au début des années 2010, il s'y installe avec Jennifer, la jeune femme qui partage sa vie. Daniel focalise alors toute son affection sur son fils unique, espérant surmonter son deuil grâce à cette proximité. Au printemps 2014, lors du baptême de l'un de ses petits-fils, la famille apparaît encore comme un modèle d'unité et de joie. Jacqueline et Daniel sont rayonnantes, savourant cet instant de communion. Cependant, les apparences cachent une réalité plus sombre qui va éclater le soir du réveillon de Noël 2014. La famille est réunie chez Jacqueline et Alain à Sivrirance. On mange, on discute, on chante dans une atmosphère festive. Xavier, lui, passe la soirée dans la famille de sa compagne. Le lendemain matin,
le 25 décembre, Jacqueline et Daniel prévoient de faire un court trajet jusqu'à la maison de Sautin pour s'occuper de la chaudière. Elles doivent revenir pour le déjeuner, mais l'heure tourne et les deux sœurs ne réapparaissent pas. Leurs téléphones sont restés sur la table, ce qui alimente l'inquiétude des proches. Dorian et sa sœur parcourent les chemins entre les deux maisons, craignant un accident de la route. Xavier, contacté par téléphone, affirme ne pas avoir de nouvelles. La police, alertée, explique qu'elle ne peut intervenir avant un délai de 24 heures pour une disparition d'adulte. Mais l'horreur est déjà en marche. Vers 16 heures, le journaliste Frédéric Dubois reçoit l'alerte d'une voiture en feu dans le bois de Rangly. 2 corps carbonisés se trouvent à l'arrière. L'arrivée massive des enquêteurs et de la juge d'instruction confirme immédiatement la nature criminelle de l'affaire. Les policiers identifient le véhicule grâce au numéro de châssis, il appartient à Jacqueline Walmack. En se rendant à la maison de Daniel à Sautin, ils découvrent une scène de massacre. Du sang macule les murs et les plafonds dans le salon et dans une chambre à l'étage. L'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné est vite écartée devant la sauvagerie des actes et la mise en scène du véhicule incendié. Les enquêteurs s'orientent vers l'entourage proche. Les témoignages révèlent alors que la cohabitation entre Daniel, Xavier et Jennifer était devenue insupportable. Xavier, passionné de rallyes automobiles coûteux, aurait eu des différends financiers et comportementaux avec sa mère. Daniel, excédé et craignant la violence de son fils, avait entamé des démarches pour l'expulser de la maison familiale. Le 16 décembre 2014, Xavier avait reçu un avis d'expulsion, un élément déclencheur probable. L'alibi de Xavier, qui prétendait être en balade à vélo, s'effondre face au relevé des bornes téléphoniques et aux témoignages oculaires le plaçant sur les lieux et au volant de la voiture de sa tante le matin du crime. Les analyses scientifiques confirment la présence de l'ADN de Xavier mêlé au sang des victimes sur les 2 scènes de crime et sur son propre vélo. Le 15 janvier 2015, l'enquête aboutit à l'arrestation du couple, mettant fin à l'incertitude mais laissant une famille brisée par l'incompréhensible trahison d'un fils envers sa mère et sa tante, au cœur d'une période censée célébrer la paix et l'amour. L'incroyable histoire que je vais vous raconter est celle d'une famille entière frappée de plein fouet par l'horreur. Une terrible tragédie qui s'est nouée un 25 décembre, le jour de Noël. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans la région de Thuin, une bourgade à la fois tranquille et très pittoresque. C'est un cadre très campagnard, extrêmement bucolique, où la Sambre dessine son méandre en plein milieu de la ville, bordé de remparts historiques. Ce sont vraiment des endroits qui sont extraordinairement beaux, prisés par les touristes pour les balades et les diverses visites culturelles. Dans cette région rurale et très paisible, à proximité immédiate de la frontière française, les habitants vivent quasiment comme des frontaliers. Il suffit de faire quelques minutes de route pour se retrouver en France, dans le Nord, chez les Ch'tis, avec qui ils partagent parfois le même accent et surtout le même style de vie chaleureux. C'est ici que Jacqueline et Daniel Walmack ont vu le jour, et c'est ici qu'elles ont passé toute leur vie. Ces 2 sœurs, âgées de 54 et 52 ans, sont inséparables. Elles se ressemblaient beaucoup physiquement et partageaient une nature relativement joyeuse. Ayant été les 2 premières filles de la famille, elles se sont fort unies l'une à l'autre dès l'enfance, faisant absolument tout ensemble. Entre elles, le lien était fusionnel, une sororité si forte qu'on en voyait rarement de semblables. Jacqueline était une femme de caractère, dotée d'un énorme cœur et de beaucoup d'amour à donner. Pour ses filles, elle était une présence constante, toujours prête à les aiguiller et à les soutenir. À la 50aine passée, elle savourait le bonheur d'être déjà 4 fois grand-mère, entourée de l'affection des siens et de son mari Alain. Tout semblait se dérouler merveilleusement bien dans cette famille unie. Pour Jacqueline, accueillir sa sœur Danielle était un bonheur quotidien. Elles ne vivaient qu'à quelques kilomètres l'une de l'autre, Danielle habitant à Sautin et Jacqueline à proximité immédiate. Leur vie se déroulait en miroir, suivant des destins parallèles. Contrairement à Jacqueline, Danielle n'avait qu'un seul fils, Xavier. Depuis sa plus tendre enfance, elle lui vouait un immense amour maternel, le considérant comme son roi et son prince. Xavier était un beau garçon de 1,90 m, dont la stature imposante faisait la fierté de sa mère. Il a grandi dans une belle maison à Sautin, entouré de l'amour de ses parents.
Passionné par le sport automobile, il en avait fait son métier en devenant moniteur d'auto-école, une passion qu'il partageait intensément avec son père, Dominique Moriamet. Ils faisaient tout ensemble, de la pêche à la moto, entretenant une relation exceptionnelle. Malheureusement, en 2003, le monde de Xavier s'écroule. Il n'a alors que 25 ans lorsque son père décède brutalement dans ses bras. Malgré ses appels au secours, il ne peut rien faire. Ce traumatisme marque un tournant radical dans sa vie. Xavier choisit de revenir vivre à Sautun auprès de sa mère devenue veuve. Au début des années 2010, il s'y installe avec Jennifer, la jeune femme qui partage sa vie. Daniel, focalisant désormais toute son affection sur son fils unique, semble trouver un certain réconfort dans cette proximité, aidé également par le soutien indéfectible de sa sœur Jacqueline. Le temps s'écoule ainsi paisiblement jusqu'au printemps 2014. Lors du baptême de l'aîné de ses petits-enfants, Jacqueline apparaît radieuse, entourée de sa famille à l'église puis lors de la réception. Daniel est à ses côtés, témoignant d'une joie et d'une communion parfaite. Pourtant, sous cette surface sereine, les prémices d'un drame se préparent. Le réveillon de Noël 2014 réunit presque toute la famille à Civry-Rance chez Jacqueline et Alain. On mange, on discute, on chante dans une ambiance festive et légère. Daniel est présente, tandis que Xavier passe la soirée avec la famille de sa compagne. Avant de se quitter, tous se donnent rendez-vous pour le lendemain midi afin de partager les restes du festin. Jacqueline est resplendissante dans sa belle robe, coiffée avec soin, souriant au milieu des siens. Le matin du 25 décembre, l'histoire bascule. Vers 11h, les filles de Jacqueline arrivent pour le déjeuner prévu, mais leur mère et leur tante Danielle sont absentes. Alain explique qu'elles sont parties vers 9h45 à Sautun pour alimenter la chaudière et qu'elles ne devraient pas tarder. Mais les heures passent et l'inquiétude grandit. Les téléphones portables des deux sœurs sont restés sur la table. À 13h, l'absence devient impensable pour un tel repas de famille. Les proches multiplient les recherches sur les chemins reliant les deux maisons, distantes de moins de 4 km, craignant un accident de voiture. Ils contactent Xavier, qui affirme n'avoir aucune nouvelle. Pendant que la famille s'enfonce dans l'angoisse, un promeneur signale une voiture en flammes dans le bois de Rangly, près de la frontière. À l'intérieur, les secours découvrent 2 corps carbonisés. Les autorités dépêchent immédiatement une juge d'instruction et la police judiciaire fédérale. Bien que les plaques d'immatriculation aient fondu, le numéro de châssis permet d'identifier le véhicule, il appartient à Jacqueline Walmack. Les enquêteurs se rendent alors au domicile de Daniel à Sautun. En forçant la porte, ils découvrent une scène d'une violence inouïe. Du sang macule les murs et les plafonds, tant dans le salon qu'à l'étage. La maison semble avoir été fouillée, suggérant initialement un cambriolage qui aurait mal tourné, ou même un règlement de compte, bien que le profil des deux sœurs, citoyennes sans histoire, ne corresponde en rien au milieu criminel. Le 26 décembre, la famille apprend la terrible nouvelle par les médias. Le deuil commence dans la sidération la plus totale. Xavier, interrogé par la police, semble effondré. Il affirme avoir fait une balade à vélo ce matin-là avant de se rendre à son propre déjeuner de Noël. Cependant, les premières investigations révèlent une réalité bien plus sombre. Les témoignages des nièces de Daniel décrivent Xavier comme un enfant roi, capricieux et dépensier, vouant une passion onéreuse aux rallyes automobiles. La cohabitation avec sa mère était devenue conflictuelle au point que la maison avait dû être divisée en 2 parties distinctes. Les intrusions répétées de Xavier dans l'espace de sa mère et les disputes incessantes sur les factures avaient poussé Daniel à porter plainte pour coups et blessures. Réfugié chez sa sœur Jacqueline pour trouver un peu de sérénité, Daniel avait finalement pris une décision drastique, expulser son fils de la maison familiale. L'avis d'expulsion était arrivé le 16 décembre, 9 jours avant le drame. Pour les enquêteurs, le mobile se précise. Les preuves techniques s'accumulent rapidement, le bornage du téléphone de Xavier contredit son alibi, le situant à la maison de Sautun au moment des faits. Un témoin affirme l'avoir vu au volant de la voiture de sa tante. Enfin, la police scientifique découvre l'ADN de Xavier mêlé au sang des victimes sur les 2 scènes de crime à l'intérieur de la villa, ainsi que des traces suspectes sur son propre vélo. Le 15 janvier 2015, le destin de Xavier Moriamet et de sa compagne Jennifer bascule à leur tour lorsqu'ils sont placés sous mandat d'arrêt.
L'enquête judiciaire devra désormais déterminer le degré exact de responsabilité de chacun dans cette tragédie qui a emporté 2 sœurs dont le seul tort fut de s'aimer et de vouloir se protéger mutuellement. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des sœurs Walmack. C'est Noël à Civry-Rance, un petit village belge situé près de la frontière française. Partout, c'est la fête, mais cette joie s'interrompt brutalement lorsqu'un promeneur signale une voiture en flammes. À l'intérieur, 2 corps calcinés, ceux de 2 sœurs, Danielle et Jacqueline Walmack. À leur domicile, les policiers découvrent du sang partout, sur les murs et sur le sol. Que s'est-il passé ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. L'histoire de la justice humaine est parfois faite de fils invisibles qui relient les êtres par une affection si profonde qu'elle semble défier le temps et les épreuves. Bienvenue dans ce récit consacré à une affaire qui a marqué la mémoire collective de la Belgique, une affaire où la vérité et l'émotion se côtoient au cœur d'un hiver glacial. Nous allons percer ensemble les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des récits les plus étonnants de l'histoire judiciaire, car la découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Tout commence dans la douceur apparente d'un jour de Noël à Civry-Rance, un petit village belge situé tout près de la frontière française. Dans cette région rurale et paisible de Thuin, le paysage est bucolique, presque enchanteur, avec la rivière Sambre qui dessine un méandre gracieux au milieu des remparts historiques. C'est un cadre champêtre prisé par les touristes pour les balades et les visites culturelles, un endroit où les gens vivent avec une simplicité authentique, partageant parfois le même accent et le même style de vie que leurs voisins du nord de la France. C'est ici que Jacqueline et Danielle Walmack ont vu le jour. Ces 2 sœurs, âgées respectivement de 54 et 52 ans, étaient bien plus que de simples membres d'une même famille. Elles étaient inséparables. Physiquement, elles se ressemblaient énormément, mais c'était surtout leur lien moral qui frappait les esprits. Depuis leur enfance, en tant que 2 premières filles de la fratrie, elles s'étaient forgé une union fusionnelle. Alain Jeanmaine, le mari de Jacqueline, ainsi que ses filles, se souviennent de 2 femmes relativement joyeuses, dotées d'un excellent contact avec tout le monde. Jacqueline était une femme de caractère, possédant un cœur immense et une capacité d'amour infinie. Mère dévouée et déjà 4 fois grand-mère à 50 ans passés, elle était le pilier de son foyer. On pouvait tout lui demander, elle était toujours là pour aiguiller les siens. Sa sœur Danielle, de son côté, menait une vie en miroir. Danielle n'avait qu'un seul fils, Xavier, qu'elle considérait comme son roi, son prince. Ce jeune homme de 1,90 m était sa fierté absolue. Passionné de sport automobile, Xavier était devenu moniteur d'auto-école et partageait tout avec son père, Dominique Moriamet, jusqu'à ce que le destin ne frappe cruellement en 2003. Le décès brutal de son père, survenu dans ses propres bras alors qu'il n'avait que 25 ans, a marqué une rupture définitive dans la vie de Xavier. Incapable de se remettre vraiment de cette perte, il avait choisi de revenir vivre à Sautin auprès de sa mère devenue veuve. Au début des années 2010, il s'y était installé avec Jennifer, sa compagne. Au début, cette proximité semblait confortable pour tous, Daniel focalisant toute son affection sur son fils unique pour surmonter son deuil. Cependant, sous cette surface de bonheur familial, des fissures commençaient à apparaître. Si lors du baptême de l'aîné des petits-enfants au printemps 2014, les 2 sœurs apparaissaient radieuses et unies, la réalité quotidienne à Sautin devenait pesante. Xavier, l'enfant roi, supportait mal l'autorité maternelle. Passionné par les voitures puissantes et les rallyes, il dépensait des sommes considérables pour ses bolides, ce qui créait des tensions financières et domestiques. La cohabitation au sein de la maison familiale, pourtant divisée en 2 parties pour préserver l'indépendance de chacun, tournait à la guerre froide, puis à la guerre ouverte. Jacqueline, voyant sa sœur Danielle décliner sous le poids du harcèlement et des disputes, lui avait offert refuge dans sa propre maison à Civry-Rance. Pendant quelque temps, Danielle avait retrouvé une sérénité nouvelle, loin des conflits. Mais la situation juridique restait complexe. 9 jours avant le drame, une procédure d'expulsion avait été signifiée à Xavier et Jennifer. C'était sans doute la goutte d'eau qui allait faire déborder un vase déjà rempli d'amertume.
Le soir du 24 décembre 2014, la famille était réunie chez Jacqueline et Alain pour le réveillon. L'ambiance était festive, on mangeait, on chantait, on riait. Jacqueline était magnifique dans sa belle robe, le sourire aux lèvres, entourée de ses petits-enfants. Avant de se quitter, rendez-vous fut pris pour le déjeuner du 25 décembre afin de terminer les restes du festin dans la joie. Le matin de Noël, vers 9h45, les deux sœurs quittèrent Civry-Rance pour un court trajet de moins de 4 km vers la maison de Daniel Assotin. Elles devaient simplement s'occuper de la chaudière et revenir rapidement. Elles ne revinrent jamais. À 12h30, l'inquiétude commença à gagner les proches. Il était impensable que Jacqueline rate un tel repas de famille. Les téléphones portables des deux sœurs étaient restés sur la table de la cuisine. Les battues s'organisèrent, les routes furent quadrillées, mais aucune trace de la voiture. Xavier, contacté par téléphone alors qu'il fêtait Noël de son côté, affirma n'avoir aucune nouvelle. L'horreur fut confirmée en fin d'après-midi lorsqu'un promeneur signala une voiture en flammes dans le bois de Rangly. À l'intérieur du véhicule appartenant à Jacqueline, 2 corps calcinés furent découverts. Simultanément, les enquêteurs qui pénétrèrent dans la villa de Sautin découvrirent une scène d'une violence inouïe. Du sang marquait les murs et les plafonds, tant dans le salon que dans une chambre à l'étage. Les premières hypothèses d'un cambriolage ayant mal tourné ou d'un règlement de compte furent rapidement écartées au profit d'une piste beaucoup plus intime et douloureuse. Les investigations techniques révélèrent rapidement des failles dans l'emploi du temps de Xavier. Malgré ses dénégations et son alibi initial, les bornages téléphoniques le situaient à la maison de Sautin au moment précis où le drame s'était noué. Un témoin l'avait également aperçu au volant de la voiture de sa tante peu avant que celle-ci ne soit retrouvée incendiée. Plus accablant encore, la police scientifique identifia des traces de pas et des projections de sang appartenant aux victimes sur le vélo de Xavier ainsi que son propre ADN mêlé à celui des deux sœurs sur les scènes de crime. Le 15 janvier 2015, l'enquête connut son dénouement avec l'interpellation du couple. Ce récit, bien que marqué par une fin tragique, met en lumière le courage de deux sœurs qui se sont soutenues jusqu'à leur dernier souffle. C'est l'histoire d'un lien indéfectible, celui de Jacqueline et Daniel Walmack, deux femmes dont la bonté et la joie de vivre resteront à jamais gravées dans le cœur de leurs enfants et de leurs proches. La justice, dans sa quête de vérité, a fini par lever le voile sur cette matinée de Noël où le destin a basculé, rappelant à tous l'importance des valeurs humaines et de la protection des êtres chers.